Garçon, l'interview! Bonjour, ici Nils Sanias de votrejournaliste.com. J'interviewe aujourd'hui Hugo Courturier de Garçon l'interview. Nils, c'est moi qui t'interviewe normalement. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, Nils, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui vont écouter cette interview, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, je m'appelle Nils Sanias, ensuite avec mon nom de famille. Donc je suis, moi, journaliste depuis l'an 2000, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai commencé de façon bénévole pour divers sites web et ensuite on est devenu professionnel, donc moi aussi par l'occasion. Et par contre, je n'ai pas du tout une formation de journalisme. J'ai fait des études d'économie management jusqu'à la licence. Et après avoir travaillé pour PC Impact, qui est devenu ensuite Next Impact, j'ai démissionné l'an passé pour me lancer seul dans le métier pour devenir journaliste indépendant. J'ai lancé ensuite divers projets, et notamment votrejournaliste.com, qui me permet de publier ce que je veux, quand je veux, au rythme que je veux, avec le ton que je veux, et surtout avec les sujets vraiment que je veux. Donc ce qui m'offre une liberté importante, notamment de critiquer les médias, noter les médias, de faire des articles expliquant les médias, parce que les médias font rarement ça. L'autocritique, c'est pas vraiment quelque chose, c'est pas vraiment le fort des médias. Donc c'est ce que je fais en ce moment, même si je travaille aussi avec d'autres médias à côté. Que lis-tu par exemple? Est-ce que tu as une lecture de journal ou de roman qui peut t'inspirer par exemple? En ce moment, je lis un livre qui a été écrit par un Québécois dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Sur le journalisme, même si j'apprends pas forcément grand-chose dedans, c'est toujours intéressant de voir un journaliste parler du journalisme d'une façon générale. Donc c'est-à-dire ça parle des codes, des problématiques des journalistes, de l'arrivée notamment du web, enfin pas l'arrivée mais de l'explosion du web, de l'impact qu'il a sur le journalisme. Sinon en matière de médias, je n'en lis pas un précisément, c'est-à-dire que voilà, ça peut m'arriver de lire du Mediapart ou de lire des dépêches ou de lire des communiqués ou de lire des choses comme ça, mais je vais pas te dire, voilà, moi je lis surtout Le Figaro ou Libération, des choses comme ça. C'est pas du tout ce que je fais. Déjà, de toute façon, je multiplie toutes mes sources, donc généralement, je lis de tout et de tous les courants. Mais pas de façon régulière. C'est pas quelque chose que je fais. Ça dépend vraiment des jours et des moments. Parfois, je peux suivre des sujets, mais je préfère prendre un sujet en particulier et m'y intéresser fortement que de lire de l'actualité générale, que je vais appeler random. Généralement, elle est assez vite. C'est pas intéressant. C'est plus intéressant de foncer dans un sujet et de le creuser à fond. Et donc, voilà, j'ai pas forcément de lecture précise. Et pourquoi s'être lancé dans le journalisme? C'est arrivé un peu par hasard en fait, c'était donc l'été 2000 comme je dis, il me semble, à moins que ce soit l'été 99, mais j'oublie. Et donc je me suis mis à, je sais pas, j'avais tout d'un coup j'ai eu l'envie d'écrire. Donc je me suis lancé sur internet, j'ai créé un petit site dont j'ai même oublié le nom et à mon avis il n'existe plus, où je commençais à écrire moi-même des actualités sur des sujets qui m'intéressaient. C'était surtout des sujets liés un peu des sujets high-tech à l'époque. Et puis très très rapidement, au bout de quelques mois, j'ai été contacté par un site qui avait besoin d'un rédacteur. Donc ça s'est un peu lancé comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est pas comme si depuis tout petit j'étais intéressé par le journalisme précisément. En tout cas, petit je me disais pas je vais être journaliste. C'est vraiment venu comme ça. J'ai pas forcément de réponse précise à cette question. Je peux pas te dire voilà. Je suis fan de tel journaliste depuis tout petit ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est arrivé, je sais même pas vraiment comment, mais c'est arrivé. Et comment tu prépares un article ou une interview? Généralement, en fait, peu importe le sujet, j'essaie de regarder qu'est-ce qui a été fait sur le sujet avant, histoire de pas se répéter et de proposer quelque chose de nouveau. J'essaie toujours aussi de trouver des questions qui n'ont jamais été posées ou j'essaie toujours de trouver des angles qui n'ont pas été abordés par les autres journalistes. Très important parce que ça permet d'offrir un article qui est nouveau, un article qui sort du lot. Et donc, automatiquement, tu réfléchis à ce dont ont besoin les lecteurs déjà, c'est capital. Je veux dire, quand on publie quelque chose, c'est pour les gens, donc il faut bien répondre à leurs questions. Et quand tu as réfléchi à toutes les questions que peuvent se poser les gens, et même les questions qui ne se poseraient pas, ça c'est encore plus important, mais des questions qui ne se poseraient pas, mais qui n'en demeurent pas moins intéressantes, hein, j'entends. Quand tu as réussi à compiler tout ça, tu peux vraiment offrir un article de qualité ou une interview de qualité. Et après, c'est vrai que si pour l'article, tu dois faire tes propres questions, ensuite, généralement, tu as des réponses qui viennent, et les réponses apportent elles-mêmes d'autres questions. Dans les interviews, c'est aussi le cas. Alors, quand on fait une interview en direct, il est clair que tu prévois toujours une liste de questions, mais il y a toujours des questions au cours de l'interview qui vont arriver du fait des réponses de
l'interviewer. Mais là, par contre, ça nécessite de connaître son sujet et de bien écouter ce que dit l'interviewé et pas de penser tout le temps dans sa tête à la prochaine question. Et quand on fait ça, généralement aussi, on se rend compte que ce sont les questions qui n'étaient pas prévues qui sont les plus intéressantes. Quel est ton matériel pour les interviews ou les articles? Il y a un matériel assez standard. Pour tout ce qui est article, j'utilise tout simplement mon ordinateur. Bon, en ce moment, c'est un Mac, mais ça veut pas dire que je suis un pro Mac. J'ai eu plein de machines au cours de ces dernières années, mais c'est juste qu'en ce moment, ces dernières années, j'ai voulu tester à fond tout ce qui était Mac OS 10 et compagnie. Donc là, je travaille sur Mac, mais avant, je travaillais sous Windows ou même Linux. Mais sinon, voilà, après, pour les interviews, souvent, j'ai acheté un micro qui est le fameux Yeti. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Je sais pas si tu le connais, c'est un très gros micro, un peu phallique, mais qui est vraiment performant et que j'utilise en ce moment même pour toi. Et sinon, à part ça, voilà, j'utilise rien d'autre pour l'instant. J'ai pas de dictaphone parce que j'utilise l'ordinateur pour enregistrer, en fait. Tu as lancé un compte Tipeee, donc, et oui. Pourquoi avoir lancé justement ton compte Tipeee? Parce que l'objectif initial, en fait, c'était de pouvoir être financé à 100% par les lecteurs, enfin par les internautes, pour pouvoir me consacrer à des sujets que les journalistes ne traitent jamais ou mal ou trop rapidement. C'est-à-dire que automatiquement, où tu peux être financé par Tipeee, tu es en quelque sorte indépendant, même si tu es dépendant de tes tipeurs évidemment, mais au moins tu es indépendant par rapport à la publicité ou par rapport à des grands groupes. Tu es juste dépendant de tes lecteurs. Et donc, l'objectif de ce Tipeee, c'était d'arriver à cette indépendance qui permet du coup une liberté de travail énorme. Donc, tu peux traiter des sujets qui ne sont jamais traités, ou par exemple, je sais pas, quand Wikileaks sort des documents et que ces documents c'est 10 000 pages par exemple, ce qui est énorme, et que la plupart des journalistes n'ont pas le temps de lire, moi je pourrais dire oui voilà, moi je vais tout lire, je vais vous faire le résumé. L'objectif c'était un peu de faire ça, mais il y avait d'autres sujets, bien entendu, là c'est juste un exemple, mais c'était vraiment voilà le but d'être indépendant et de faire des sujets de fond surtout. Pas de l'actualité. D'actualité pure, ce n'est pas intéressant, tout le monde fait ça. De toute façon, les gens peuvent accéder même au communiqué de presse maintenant, ou ce genre de choses. Donc, faire de l'actualité simple, ça ne m'intéresse plus. Et est-ce que tu veux voyager, par exemple, pour faire de l'investigation dans, par exemple, des zones de conflit, ou des zones où, justement, il se passe des choses que l'on pourrait décrier, ou qui pourraient intéresser le public? J'y ai pensé, mais ça ce serait... Bon... Ce serait pas pour tout de suite déjà. Il faudrait aussi que je consulte ma femme et mon fils parce que je suis pas sûr qu'ils soient ok que j'aille en Syrie ou ailleurs. Non, voyager pour faire des jets vraiment importants, ça c'est clair que ce serait un objectif. Après, est-ce que je vais l'atteindre? Ça c'est difficile, mais c'est difficile à dire, je veux dire. Mais ce serait un objectif, en tout cas, vraiment intéressant à atteindre. Ce serait vraiment un objectif intéressant à atteindre. Et est-ce que, même sans faire des longs voyages, est-ce que par exemple dans certains articles ou des interviews ou de l'investigation que tu as faiite, tu as déjà eu peur pour toi? Non, jamais eu peur. J'ai juste, parfois, la seule peur que j'ai, c'est d'être déçu en contactant quelqu'un que je n'ai pas la réponse que je souhaite, ou que... Enfin, pas la réponse que je souhaite, mais que la personne ne me réponde pas ou réponde d'une façon inintéressante. Ou la seule frustration que j'ai, c'est quand je cherche une information pendant des heures et des heures et que je ne la trouve pas. C'est frustrant. Mais après, de toute façon, je suis pas encore allé dans des zones de guerre ou choses comme ça, donc j'ai pas peur. Je vais pas avoir peur. L'invasion de Jurassic World. Les Français et les Québécois ont peur. C'est ça. Non, il n'y a pas de peur. Ouais. Et est-ce que tu penses que le journalisme que l'on peut appeler un peu burlesque, comme par exemple en France, le Petit Journal ou Charlie Hebdo peuvent faire de l'information, voire même le Canard enchaîné, est-ce que pour toi c'est du journalisme de qualité? Oui, non, il faut pas tout mélanger. Le Canard enchaîné, il publie des scoops assez régulièrement, il publie des bombes qui sont parfois ignorées des autres journalistes d'ailleurs. C'est assez étonnant. Eux, ils ont des bonnes sources, même si parfois ils peuvent se tromper, le Canard enchaîné, mais ils font un vrai travail et eux, ils sont totalement indépendants, ils affichent pas de pub dans leur journal, ils sont totalement indépendants, ils sont juste dépendants de leurs lecteurs en fait, et de leurs abonnements, et ils sont bénéficiaires en plus, ce qui est rarissime dans le milieu, surtout quand on n'affiche pas de publicité. Charlie Hebdo, bon, eux ils font des articles parfois et ils font des dessins bien entendu, mais c'est un autre style déjà. Ils vont faire autre chose, mais après comme ils sont orientés, donc soit tu aimes leur orientation, soit tu ne l'aimes pas. Le Petit Journal, c'est autre chose. C'est un peu, comment on appelle ça, divertissement et du journalisme. Comment on appelle ça, c'est comment on appelle ça, l'infotainment, comme on dit en franglais plutôt. Donc du coup, bon, personnellement, je suis pas forcément fan de l'infotainment parce que c'est souvent orienté déjà, et le Petit Journal est très orienté. C'est-à-dire, on sent qu'il cible parfois certains groupes politiques plus que d'autres, notamment tout ce qui est extrême droite et gauche. Évidemment,
comme ils veulent faire souvent donneurs de leçons, des choses comme ça, parfois ils tapent juste et c'est très bien. Mais ils tapent pas toujours juste non plus. Du coup, je trouve ça assez dangereux parce que sous couvert de vouloir amuser les gens et d'amener les gens vers l'information, ce qui est, je comprends la logique en même temps, hein, c'est une logique d'audience. Parfois, l'information passe à la trappe en fait. Je pense que il faut qu'il y ait le bon rapport en fait entre l'information et le divertissement. Si c'est 10% de divertissement et 90% d'information, c'est bien, mais c'est rarement le cas en fait. Quel a été l'article pour toi le plus difficile à réaliser? Oh, sacrée question. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément des articles difficiles à réaliser, mais plus des articles qui sont longs parce que à chaque fois que tu avances, tu trouves d'autres sujets à traiter dans ton article et du coup, ton article qui devient plutôt un dossier en fait devient interminable. Et c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est presque parfois un peu comme en peinture par exemple. Tu peins, le soir tu as fini ta peinture, le lendemain matin tu te réveilles et tu trouves qu'en fait il y a quelque chose qui va pas et tu la changes. Et tu peux faire ça indéfiniment en fait. Ton article, parfois, il faut se dire, bon, je l'arrête parce que là, il est suffisamment long et je vais jamais m'arrêter. Je veux dire, t'as des dossiers qui font des dizaines de milliers de caractères. À la fin, tu fais un livre, quoi. Je veux dire, donc des articles que j'ai faits qui sont extrêmement longs, il y en a vraiment plein. Mais en fait, c'est pas l'article en lui-même qui est le problème, c'est plutôt la réception. C'est-à-dire que généralement, ce qui est frustrant, c'est que plus tu fais un travail de qualité, en longueur j'entends, et plus tu te rends compte que c'est pas lu ou que ça fait un bide. Et la moindre petite actu que tu as fait en 2 minutes ou le moindre petit article que tu as fait rapidement, il va connaître un succès fou. Et ça, c'est une frustration que connaissent beaucoup de journalistes. Et ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de sites qui font des actus qui font juste 2 paragraphes avec des titres bien racoleurs. C'est parce que ça fait bien plus de clics qu'un article qui prend des heures ou des jours à faire et qui ne fonctionne pas. Donc elle est plutôt là ma frustration en fait. C'est pas plus une difficulté de faire des articles ou pas. Il y a plein d'articles que j'ai pris où j'ai pris un temps fou, hein. Je veux dire, comme un dossier sur les youtubeurs ou j'ai fait un dossier au Québec sur les inondations qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai interviewé 36 milliards de personnes pour faire ce dossier-là qui est disponible sur votre journaliste. Et en plus, voilà, au niveau de sa réception, bon, c'était intéressant, je l'ai même publié aussi sur Huffington Post Québec, mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'article difficile parce que tous les articles, surtout quand ils sont longs, ils sont enrichissants pour soi-même. Pour moi, comme je le disais, le plus important, enfin, pas le plus important, mais ce qu'on retient le plus généralement, c'est la frustration de voir qu'un article très important ne rencontre pas du tout de succès. C'est commun. Ouais. Ça arrive presque tout le temps en fait. Qu'est-ce que tu penses par exemple des chaînes info en continu du type LCI, Télé, BFM, Euronews, France 24 Globalement, je pense qu'elles sont essentielles parce qu'elles permettent vraiment voilà, quand un événement important arrive, elles permettent voilà, de saisir l'info sur le coup et de suivre des sujets, et pendant que les autres chaînes passent des séries ou des téléfilms ou des émissions inintéressantes, au moins là tu peux avoir l'actualité tout de suite. Genre, un peu comme la radio, quoi. Je veux dire, c'est comme Radio France ou quoi. C'est toujours intéressant d'avoir des chaînes qui font ça. Après, évidemment, comme elles n'ont pas forcément trop de budget, elles repassent en boucle les mêmes informations tout le temps. Et souvent, ça parle pour ne rien dire. Mais ça c'est pas très grave. Parce que ça, c'est le problème du téléspectateur. C'est à lui de se dire, bon, l'information, là, il n'y a rien. Et même s'il y a un attentat ou s'il y a un événement grave, eh ben, j'éteins ma télé ou je zappe. J'ai pas à rester devant une chaîne qui va me remettre en boucle des informations inintéressantes ou des journalistes qui vont interviewer des gens qui vont dire oui, vous étiez là, qu'est-ce qui s'est passé, et la personne n'a rien à dire parce qu'en fait elle n'était pas vraiment là. Je veux dire, même si ces chaînes comblent leur trou parce qu'elles doivent proposer du contenu 24 heures sur 24, c'est pas un problème en soi. Ça, c'est au téléspectateur de se dire non, je ne regarde pas ça. Comme quand il y a un tic racoleur sur un site pourri dont on va pas donner les noms, et qui passe sur les réseaux sociaux par exemple, c'est au lecteur de se dire non, je clique pas sur ça parce que je vais leur faire de l'audience et je vais les pousser à multiplier ce genre d'articles racoleurs. J'ai fait plusieurs articles sur le sujet. J'ai notamment fait un article qui s'appelle les 13 commandements du consommateur des médias, où je dis que c'est aux lecteurs ou aux consommateurs de médias, donc aux téléspectateurs, de consommer convenablement. Parce que les médias regardent ce que font les gens. Je veux dire, eux, ils ont leurs statistiques, ils regardent ça et disent, tiens, quand on traite de tel sujet, genre quand on traite une actu Apple, même sur une fausse rumeur bidon, ça clique et ça fait des vues. Mais ça, c'est de notre faute. Je dis notre faute, je parle de tout le monde. C'est parce que quand on voit ça, on clique dessus. Et peut-être que si on cliquait pas dessus, on aurait moins d'actu inintéressantes sur le sujet. Et on aurait moins de diffusion de rumeurs qui sont 99 fois sur 100 fausses. Ce genre de choses. C'est aussi de notre faute.
Je veux dire, les médias, ils ont du mal à vivre et ils regardent ce qui leur rapporte le plus en termes d'audience. Donc, et pour les chaînes d'infos en continu, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un événement terrible ou quoi qu'on est obligé de rester scotché devant notre télé, même si je sais que c'est difficile, parce que ça attire. Tu vois, je veux dire, quand t'as des attentats ou t'as un typhon monstrueux ou ce genre de choses, t'as envie de regarder, t'as envie de tout savoir, t'as envie d'avoir le moins de détails. Mais en fait, tu te rends compte qu'après 3 heures de BFM ou de iTélé, en fait, tu sais pas grand-chose, quoi. Parce que de toute façon, les journalistes peuvent pas inventer l'information. En fait, ce qui peut être le bon cocktail, c'est un mélange en fait chaîne info et regarder les informations sur le net aussi. Oui, ou tout simplement prendre son temps. C'est-à-dire que se dire que oui, je vais pas avoir l'information tout de suite. Peut-être que demain il y aura plus d'infos. Donc je vais regarder demain. Mais je veux dire, après la course à l'info, qu'elle vienne des journalistes ou même des consommateurs de médias, elle est pas si importante que ça. Je veux dire, on devrait prendre son temps globalement. Et on ne prend pas assez notre temps, on veut tout de suite. Et du coup, on n'a rien. C'est aussi la société de consommation du 21e siècle. Oui, ouais, au 20e siècle, c'était ça aussi, hein, en fait. Mais... mais voilà, c'est pas... Ce qui compte, c'est aussi de pas perdre son temps, quoi. Globalement, personnellement, je trouve que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et perdre son temps à lire ou à regarder des choses qui sont en fait t'apportent pas grand chose. Bon, il faut savoir prendre son temps et parfois se dire qu'on va faire ça demain ou après-demain. Ouais. En termes d'information, je parle. Et est-ce qu'il y a des sites quand même de journalisme sur le net qui sont de bonne qualité? Dans des médias comme Mediapart ou des choses comme ça? Dans les médias journalistiques, par exemple Le Monde, 20 minutes, Le Point... Tu parles des médias généralistes? Oui, des médias généralistes. Okay. Oui, bien sûr, il y a des bons médias dans le sens où il y a quand même des médias qui ne relaient pas trop de fausses rumeurs ou de hoax. Il y a quand même quelques médias qui font attention à ce qu'ils font, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Je veux dire, de toute façon, d'une manière globale, les médias généralistes sont à éviter justement parce qu'ils sont généralistes. Ils sont juste bons pour connaître les gros sujets du moment. Mais la plupart n'ont pas le budget permettant de creuser les sujets. Donc c'est sûr que Mediapart ou même Le Monde ou même Le Figaro ou Libération ou quoi ont parfois de bons journalistes qui font du bon travail et qui creusent leur sujet, mais ça reste trop rare parce que ils sont trop peu nombreux et en fait ce que je voulais dire c'est qu'il vaut mieux s'intéresser parfois plus que le média maintenant. Je pense qu'il vaut mieux s'intéresser aux journalistes individuellement. C'est-à-dire qu'en fait dans tous les médias ou presque tous les médias, d'excellents journalistes qui font du bon travail et t'as des journalistes qui sont mauvais. Et donc, t'as des journalistes, tu vois, qui s'intéressent à des sujets et qui les creusent, qui font du travail d'investigation et qui vont au maximum te donner la vérité, enfin leur vérité. La vérité, ça veut rien dire, mais qui vont essayer en tout cas d'être un minimum objectif et qui vont te fournir vraiment du contenu de qualité qui n'est pas biaisé. Ceci peu importe l'angle du journal. Je veux dire, t'as des gens au Figaro, ça veut pas dire qu'ils sont forcément tous à droite toutes, et t'as des gens à Libération, ils sont pas forcément à gauche toutes. Enfin, Libération, c'est plus vraiment de gauche, mais... Et donc, ce qu'il faut voir plutôt, c'est qui écrit et comment il suit le sujet. C'est ça qui est important. La force de Mediapart aussi, c'est qu'ils ont eu des gars, ils ont eu un sujet, et ils l'ont creusé à fond. Et ils ont eu des grosses coupes. Mais globalement, de toute façon, il vaut mieux choisir des petits médias qui sont spécialisés. Si on veut avoir une information vraiment précise. Parfois, on retrouve des gens spécialisés dans des médias généralistes, mais c'est plus rare. Les médias spécialisés sont vraiment... Il faut les chercher, en fait. Je veux dire, si tu suis... je sais pas, je veux dire... Tu vas pas suivre la politique en lisant Paris Match, quoi. Même s'ils font des interviews politiques, parfois intéressantes d'ailleurs, mais voilà, je veux dire, si tu t'intéresses vraiment à la politique, tu vas pas lire que Paris Match, ça n'a pas de sens. Et c'est pareil pour l'économie, quoi. Ou pour n'importe quel autre sujet, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour être un journaliste de qualité? Enfin, par exemple, une personne qui veut devenir journaliste, tu lui dis quoi pour être bon journaliste? Pour être un bon journaliste, il faut vraiment avoir plusieurs qualités. Tout d'abord, il faut être un minimum bon dans sa langue, parce que si tu écris ou même si tu parles, si tu écris mal ou si tu parles mal, ça va être problématique. Mais outre ce point-là, il est clair que il faut savoir synthétiser, parce que si c'est trop long pour ne rien dire, là aussi ça va être problématique. Il faut savoir vraiment, réfléchir au sujet. Il faut avoir envie de se renseigner au maximum pour pouvoir trouver les meilleures questions à se poser à soi-même pour ensuite donner les réponses au lecteur. Et il faut aussi vraiment savoir comment dire ça. Il est important de comprendre en fait. Il faut aussi trouver tout simplement déjà. Il faut savoir
Il faut en premier lieu être un maximum intègre. Très important, intègre envers soi-même et donc intègre envers le lecteur. Pour lui fournir l'information la plus précise et la plus large possible. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas aussi se laisser manipuler par les gens qu'on interviewe ou qu'on interroge. Et en interviewant du coup l'autre côté, la face adverse. C'est-à-dire qu'on voit trop d'articles aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, au niveau judiciaire, on va juste prendre l'avis d'un avocat. Mais d'un seul côté et pas de l'autre. Il fausse complètement en fait la... Et est-ce que aussi, quand par exemple tu interroges un homme politique qui par exemple fait une attaque ou qui a par exemple des affaires, est-ce qu'un journaliste peut, entre guillemets, attaquer, questionner la personne sur par exemple l'affaire qu'on lui reproche ou rebondir sur ce qu'il dit pour justement tenter un peu, pas de le déstabiliser, mais d'avoir une réaction non dite, on va dire prévue? Bien entendu, mais il faut le faire. Sauf si avant l'interview il était prévu de ne pas le faire, mais sinon il ne faut surtout pas hésiter à bousculer la personne interviewée, pas forcément en y allant trop fort là, mais parce que sinon elle risque de se braquer et l'interview peut se couper net. Mais il est certain qu'il ne faut pas hésiter à poser certaines questions. Faut pas croire, parfois il y a des questions qui paraissent difficiles et les personnes répondent. Il faut surtout pas avoir peur de poser les questions. Il faut juste savoir comment amener la question. Généralement, on amène ces questions difficiles par d'autres questions plus simples avant. Et il faut savoir trouver les tournures adéquates pour amener les questions difficiles. Mais même s'il est vrai qu'il y a beaucoup de langue de bois aussi, hein, je veux dire, il y a des sans commentaires ou des réponses à côté de la plaque, ou pire, des réponses qui ne collent pas du tout à la question. Ça arrive souvent. Mais c'est aux journalistes aussi de soit ne même pas diffuser la question et la réponse si la réponse est totalement à côté de la plaque. Parce qu'il y a un risque de manipulation aussi du journaliste. Parfois, le journaliste sert juste, pour l'interviewer, à faire passer ses propres messages personnels ou à faire sa publicité ou ce genre de choses. Si on peut comprendre qu'on est là aussi parfois un peu pour ça, dans le sens où il y a une sorte de donnant-donnant, on n'est pas là non plus 100% pour ça. Pour faire la pub. De la publicité ou c'est du public-reportage ou c'est ça, mais là c'est autre chose. Je veux dire, on est aussi là pour poser des questions qui intéressent, voire des questions qui fâchent. C'est le principe même du journalisme. Oui, mais de toute façon, le journalisme, c'est quoi? C'est diffuser de l'information. Après, la question, c'est quelle information? Est-ce que c'est juste l'information que les officiels veulent passer, que ce soit des gouvernements ou des entreprises, ou est-ce que, voilà, si tu fais un bon boulot de journaliste, tu vas forcément trouver des failles, tu vas forcément trouver des gens qui vont te dire qui vont te donner des informations qui sont censées être secrètes. Ah, mais ça peut être fait sous l'anonymat. C'est les lanceurs d'alerte. Voilà, oui, bon, pas forcément des alertes, mais oui. Ce sont aussi des lanceurs d'alerte. D'accord. Mais il y en a plein, mais il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, enfin potentiels, qui ne savent pas qu'ils peuvent être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas à dire des choses parce que, alors que ces personnes ont l'information, mais ils ne la donnent pas naturellement parce qu'ils n'y pensent pas. C'est aussi ça l'un des boulots du journaliste, c'est de poser une question à laquelle même l'interviewé n'aurait pas pensé. Et là, je viens de voir, justement, en faisant des recherches sur Internet, il y a un député français, Patrick Balkany, qui apprécie beaucoup les journalistes, qui a proposé de supprimer les aides à la presse écrite. Donc, sachant que tu travailles pour le Huffington Post Québec, tu en penses quoi de ça? J'ai toujours pensé que les aides aux médias étaient une mauvaise chose. C'est vrai que les médias ont du mal financièrement, mais est-ce que c'est une bonne chose qu'elles soient en quelque sorte sponsorisées, enfin pas sponsorisées, mais qu'elles soient subventionnées par l'État? Je ne suis pas sûr. C'est assez malsain, hein. Il y a un rapport entre l'État et les médias subventionnés qui n'est pas forcément sain. Moi j'ai toujours pensé que les aides devaient soit être supprimées ou en tout cas devaient être modifiées. Je veux dire, je vois pas pourquoi Télé 7 jours ou Closer auraient des aides, car ces médias en ont. Hein. Et alors que d'autres petits médias plus spécialisés ou qui mériteraient peut-être des aides n'en ont pas du tout. Voilà, c'est assez... La question des aides, pour moi, elle est assez simple. C'est pas forcément une mauvaise chose de supprimer les aides. Bon, après, c'est sûr que si tous les médias coulent suite à la suppression de ces aides, ça va être problématique. Mais c'est aussi aux médias de se renouveler et de trouver des solutions. Se reposer sur ces subventions, est-ce que c'est une bonne chose? Vraiment, je ne suis pas sûr. Et en tant que journaliste, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'attaque de Charlie Hebdo? J'étais complètement choqué pendant une bonne semaine, je pense. J'étais totalement absent, même ma femme l'a vu.
Parce que j'allais dire c'était totalement inattendu. Oui et non, parce qu'il y avait quand même des menaces de mort contre Charlie Hebdo depuis plusieurs années. Mais c'est arrivé d'une telle façon que c'était un choc. C'est pas un choc de 5 minutes, quoi. Je veux dire, pendant plusieurs jours, j'étais ailleurs, quoi. Parce qu'en tant que journaliste, forcément, je suis choqué, je suis touché. Et même si on n'était pas forcément d'accord, avec tout ce que fait Charlie Hebdo et tout ce que dit Charlie Hebdo, c'est pas le problème. Ils ne font qu'écrire et dessiner, quoi. Le pire étant que ces gens ont voulu tuer Charlie Hebdo et tout ce qu'ils ont fait, c'est leur amener une telle somme de pognon que maintenant Charlie Hebdo est assuré de vivre pendant plusieurs années, alors qu'au moment de l'attaque, ils étaient en train de mourir financièrement. Je veux dire, Charlie Hebdo s'est fait déjà arrêter plusieurs fois dans le passé, et ça se trouve, ils allaient couler en 2015 ou en 2016, faute d'argent. Et puis là, ils croulent sous les millions. Donc, ils ont voulu tuer Charlie Hebdo et tout ce qu'ils ont fait, c'est leur donner la vie, en fait. Comme quoi, tous les terroristes ne sont pas très finaux, on va dire. C'est certain, mais bon. Mais sinon, d'un point de vue purement personnel, c'est certain que j'étais extrêmement touché. Une interview que tu as faite qui t'a marqué, enfin qui en tant que journaliste ou en tant qu'homme t'a personnellement touché? Il y en a quand même quelques-unes. Il faut savoir que, notamment ces derniers temps, pour votrejournaliste.com, en fait, j'interviewe des youtubeurs. Certains sont plus ou moins connus, mais il y en a qui sont pas très connus du tout, parce qu'ils ont juste quelques milliers d'abonnés. Et j'ai trouvé que les dernières interviews que j'avais publiées étaient très enrichissantes. Et en particulier, il y a celle par exemple de Pouillou Noénaute qui est un youtubeur qui parle un peu de sexualité. Il y a aussi Horizon Ghoul, des chaînes qui traitent en fait justement des manipulations des médias notamment. C'est vraiment une chaîne très intéressante que je recommande. Il m'a fait une interview fleuve, tu vois, vraiment longue, où les réponses sont 100 fois plus longues que les questions. Parce que parfois j'ai l'inverse aussi, hein. J'ai eu des réponses plus courtes que mes questions, ce qui là est très frustrant. Mais cette interview d'Horizon Ghoul était très intéressante parce que notamment l'auteur a fait des études de philosophie ou de sociologie, je me rappelle plus, ou les deux peut-être, et ça se sent. Et ses réponses étaient extrêmement instructives. Et juste de relire ses réponses pour corriger l'article par exemple, était vraiment intéressante. C'était l'une des meilleures interviews que j'ai faites en fait. C'est-à-dire quand tu vois le niveau de ses réponses, là, tu te dis, enfin une personne intéressante interview. Il y en a eu d'autres aussi, hein, mais celle-ci est sortie du lot. Eh bien, merci Neil d'avoir répondu à mes questions, c'était très sympathique. Bon courage pour ton site internet et ton métier de journaliste. Merci. Au revoir. Et au revoir. Merci Hugo. De rien. Et Pep, restez là un instant avant de partir. Je vous invite à aller voir l'excellent site de Neil ici en haut avec le lien et vous aurez aussi le lien dans la description. Vous pouvez aussi liker sa page Facebook en description ou sur l'écran que vous avez en face de vous-même, et avec sa page Facebook vous pourrez discuter avec lui. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez lui laisser un peu d'argent sur son compte Tipeee pour l'aider à poursuivre le journalisme. Vous pouvez aussi allez sur mon site internet Garçon l'interview qui sera dans la description et juste ici, et likez ma page Facebook qui est aussi juste en bas dans la description. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez la vidéo. Salut!